Bonjour, mon nom est Florent, j'ai un TDAH, je suis dyslexique et dysorthographique. J'ai 46 ans et aujourd'hui j'ai mon entreprise en service conseil. Je donne des conseils en développement d'entreprise et stratégie numérique. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis orthopédagogue. J'ai été formée à l'Université du Québec à Rimouski en adaptation scolaire et sociale. J'ai travaillé dans les écoles publiques du Québec jusqu'en 2021. Je travaille maintenant à mon compte dans ma propre entreprise Apprenti et aussi en téléorthopédagogie avec AIDEAR. J'interviens avec une large clientèle de l'âge préscolaire à l'âge adulte. Ce podcast a pour objectif de mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre la réalité des élèves et de leurs familles, et surtout pour montrer sur un jour positif que malgré des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Alors, bonjour Florent. Bonjour Mélanie. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, je te remercie de participer à notre podcast. Ça fait plaisir. Puisque ton parcours est très inspirant. Merci. Dis-moi, pour commencer, Florent, d'où viens-tu? Alors moi, je suis d'origine française, donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en France, j'ai fait mes études en France. Puis après, j'ai étudié au Québec et ailleurs pour des études universitaires. D'accord. Comment ça se passait dans ton enfance à l'école? OK, ça, c'est un peu complexe parce qu'en France, en réalité, tout ce qui est TDAH et par exemple la dyslexie, dysorthographie, c'est des choses qu'on ne parlait pas à l'époque. Donc, l'une des plus grosses problématiques quand vous avez ces problèmes-là, c'est que le corps enseignant n'y connaît rien, n'est même pas conscient que ça existe. Donc, ça amène pas mal de choses. Avant ce podcast, j'ai pris le temps de relire mes bulletins de jeunesse. Puis, dedans, il y avait beaucoup de choses. Par exemple, inconstance dans les résultats, Florent ne travaille pas, Florent n'est pas concentré, Florent est très faible en français, médiocre en français, certains profs ont écrit, etc., etc. Donc, il y a une réalité, c'est que durant toute ma jeunesse, il y avait une incompréhension en réalité des professeurs. J'avais une prof de maths au lycée qui, une fois, m'a dit « Florent, je ne comprends pas. Tu es capable d'avoir la meilleure note de la classe, puis la fois d'après, la pire. » Donc, une inconstance dans les résultats. Elle disait « Je ne sais pas comment tu fais. Tu bats tout le monde une fois, puis la fois d'après, tu as la pire note de la classe. » Mais ça venait de plusieurs éléments. Ça venait principalement de mon TDAH, où je pouvais être très performant puis très dispersé une autre fois. Tous les troubles en français que j'avais en langue, en réalité, le français, c'est pas juste le français. C'est français, je faisais de l'anglais et de l'italien. Dans les trois, j'avais des énormes difficultés. Pour une simple raison, c'est qu'avec une dyslexie, une dysorthographie non corrigée, apprendre des langues, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, à 8-9 ans, là, j'avais des 4 sur 20 en orthographe. Je faisais énormément de fautes. Donc, c'était difficile. Puis les profs n'avaient aucune conscience de la problématique. Ils ne le voyaient même pas. Puis au plan de l'estime de toi, quel effet ça avait? Arrêter l'estime de soi, elle dépend de deux paramètres. De vous, puis des gens qui vous entourent. Alors, moi, je viens d'une famille où on a une estime de soi forte. Donc, on encourage. Ma mère nous a encouragés. Mon père et mon grand-père avaient une forme d'estime d'eux. Donc, tu sais, si c'est des modèles, j'avais une estime de moi quand même assez forte. Donc, quand j'avais des difficultés, c'était pas grave. Il faut pas oublier, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, je venais aussi d'un quartier, donc d'une cité, parce que mes parents étaient séparés. Donc, ma maman nous avait à temps plein, sauf les week-ends. Donc, on était avec elle dans un quartier de France. Donc, j'étais entouré de gens qui avaient aussi des difficultés à l'école, mais pas à cause de problèmes, mais pas à cause du milieu social. Donc, une forme d'estime de moi. Puis, tu sais, quand j'avais des échecs, c'était pas grave. Ça, je les passais, puis je m'en foutais en réalité. Je m'en foutais parce que j'étais bon dans d'autres choses, puis qu'il y avait d'autres choses qui me raccrochaient. Mais oui, pas facile obligatoirement à l'école. Dis-moi, ces choses qui t'accrochaient, quelles étaient-elles? C'est des passions? Des Ah, OK, je activités? m'accrochais dans le sens Oui, positif. ben OK. où est-ce que tu En réalité, réussissais? l'avantage d'avoir un TDA, c'est que
la TDAH. Moi, je dis toujours TDA parce que j'estime que j'ai pas de H, mais tout le monde me dit que j'ai un H. Donc, c'est que on a une imagination qui est débordante. Donc, quand j'étais jeune, je passais des soirées à jouer au Lego. Ça, je pouvais rester 5-6 heures à jouer au Lego puis à faire des histoires et tout. J'ai joué au hockey pendant des années, au hockey sur glace. Tu devais être très performant sur la glace. Non, en réalité, le TDA avait des avantages et des inconvénients. La concentration. Ah, Il y a des fois où mon équipe disait Florent, aujourd'hui, tu n'es pas là. J'étais pas là. Mon cerveau était partout, sauf sur la glace. Et puis il y a des fois où j'étais dans le game, puis là, je sortais une belle game. Donc j'avais aussi une instabilité dans le sport. Ça arrivait des fois que mon équipe perdait parce que j'étais en défense, puis qu'ils me disaient Florent, t'es devant le but, tu fais rien. Je dis ah ouais, je m'en rendais même pas compte. alors donc, le TDAH avait une incidence aussi sur Le tes sport. activités sociales. Le TDAH a une importance forte sur ma vie sociale énormément. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à prendre médication, mais ça a nuit à ma vie sociale très longtemps. Florent, c'est quand tu t'es aperçu que tu étais TDAH? C'est une histoire rigolote. En réalité, la mère de mon fils, elle est orthopédagogue. Et un jour, elle est arrivée à la maison, puis elle est arrivée avec une feuille. Puis elle me dit, Florent, remplis ça. Puis elle me dit, j'ai vu un petit garçon, il est comme toi. Ça faisait à peu près 12 ans qu'on était ensemble. J'ai rempli ça. Puis en réalité, c'était une évaluation pour le TDAH. Et puis, j'avais, je crois, 7 ou 8 réponses sur 10. Donc là, ça fait, OK, j'ai ça. OK. Et donc là, ça le montrait. Puis, tu sais, le diagnostic était assez était clair. Là. Donc après, c'est rencontre avec un psychiatre. Je lui ai parlé de ça. Et puis tout de suite, ça a pris quoi, 10 minutes. Il m'a posé 3-4 questions. Il m'a dit, tu veux une médication? Donc pour lui, là, je l'avais. Tu savais quel âge? Hey, bonne question, je ne me rappelle plus. Ça fait une couple d'années. J'avais 35 ans, à peu près. Ouais, 32, 33. Et là, tu t'es mis à repenser à tout ce que le TDAH avait eu comme impact dans ta vie 35 ans auparavant. Ah oui, pour le podcast, oui, mais tu sais, dans la vie, on continue d'avancer. Moi, si je regarde le côté positif, en réalité, c'est de savoir que j'ai un TDAH. Puis prendre une médication, ça a changé beaucoup dans ma vie. Okay? Il y a beaucoup de gens qui me disaient hey, avec le TDAH, fais de la méditation, ça va se régler. Oubliez ça, là. La réalité, la médication, ça a changé ma vie. Puis, je ne le regrette pas. Très bien. Très intéressant. Ce que tu dis, ça nous amène à une autre perspective concernant la médication parce qu'il y a beaucoup de préjugés face à la prise de médicaments. Mais il faut connaître les véritables fondements du TDAH pour comprendre l'importance de la médication. En réalité, les gens qui ne le vivent pas, le TDAH, le TDA ou TDAH, ne peuvent pas comprendre. L'impact social de ne pas prendre de médication, mais l'impact dans ma vie quotidienne, je passe d'une personne qui n'est pas capable de se concentrer, qui fait 12 tâches en même temps, à une personne qui fait une tâche. Je passe d'une personne qui n'est pas capable d'avoir une discussion cohérente avec quelqu'un parce que mon cerveau tourne tellement vite que j'ai déjà les réponses de ces 2 ou 3 prochaines phrases dans la tête. Alors que là, je suis capable, avec une médication, de me concentrer. Il y a énormément d'incompréhension, même dans les gens très proches, qui ne comprennent pas ce que c'est le TDAH, puis ça amène certains conflits obligatoirement, mais beaucoup de remises en question de la médication, etc., etc., mais ce n'est pas important. Pour moi, je regarde le gain versus de n'en prendre et de ne pas en prendre, et le gain que j'ai est tellement grand que je préfère avoir des petits inconvénients que de perdre le gain qu'il y a là. Socialement, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mes relations sociales, dans tout, c'est un avantage. Il y a une des choses que j'ai faites quand j'ai pris la médication, qui est super importante, à mon avis. Je trouve que certains médecins donnent trop vite des trop grosses doses de médicaments quand on débute. Okay. Ce que ça fait que les gens, ça change, ça nous change. Donc, ça fait que les gens se sentent tellement mal qu'ils abandonnent. Moi, ce que j'ai demandé, puis c'était un vieux médecin, je lui avais demandé, je veux la plus petite dose. Puis j'ai pris la plus petite dose. Puis après quelques semaines que ça allait, j'ai augmenté ma dose progressivement pour trouver le meilleur dosage pour moi. Donc en réalité, j'ai une dose pas très élevée, mais j'ai une dose où les effets secondaires sont très faibles, mais le gain dans ma vie, dans ma concentration,
dans mes relations humaines est très grand. Donc, j'ai pris cet élément-là, je l'ai fait progressivement. Moi, c'est ce que je conseille à toute personne qui a un TDA ou un TDAH, c'est d'y aller vraiment de la dose la plus basse, de trouver le bon dosage qui vous convient. Une personne et une autre ne réagiront pas de la même façon à une molécule, donc prenez le temps de faire ça. Et ça fait on arrive à avoir le meilleur gain en réalité d'une médication dans notre vie. D'accord. Je voulais savoir par rapport à la médication, ça n'a pas changé du tout ta personnalité. Tu es toujours une personne dynamique, avec plein d'imagination. Puis... Ça a changé certaines choses. En réalité, je suis capable de me concentrer. Donc, qualité de travail, tout ça, oui. Ça réduit l'imagination. Ça, c'est une réalité. Si vous êtes un artiste, vous prenez une médication pour le TDAH, votre créativité va être moins grande. Ça n'enlève pas qu'on a de la créativité, mais disons que le potentiel avant et après est moins grand. Le cerveau fonctionne légèrement différemment. Donc, quand je veux vraiment être créatif, je ne prends pas ma pilule, puis là, je vais faire des arts et des trucs. Mais autrement, non. Mais oui, c'est le seul élément qui fait dans la médication. D'accord. Quand tu parlais de ton enfance, là, on était dans les années 80. Hein, c'est ça. Hein? Exactement. Donc, tu disais que à ce moment-là, le TDAH est inconnu. Donc, il n'y avait pas d'aide disponible pour toi à l'école à ce moment-là. À l'école, il n'y avait aucune aide disponible au niveau du TDAH. Les gens n'en parlaient même pas. En France, on avait un retard phénoménal là-dessus. Les gens ne le comprenaient pas. Ils disaient, Florent, il est actif. Florent, il est pas impétueux, mais tu sais, il est spontané, il est impulsif. C'est ça qu'ils voyaient. Ils ne voyaient pas, en réalité, ils n'avaient pas la connaissance de ça existe un TDAH. Le potentiel que ça peut apporter et les forces que ça apporte. Ah, si certains profs à l'école s'en rendaient compte, parce qu'il y a des gens qui écrivaient Florent a beaucoup de connaissances, Florent a un potentiel, mais. Et puis là, ils mettaient les éléments négatifs comme la concentration et ces éléments-là. Mais ils s'en rendaient compte que j'avais de la facilité énorme, puis ils le voyaient. Mais dans tout ce qui était langue, oubliez ça, j'avais aucune facilité. J'avais des grosses lacunes. Revenons justement au sujet de la langue. Oui. Tu nous as dit au début que tu avais une dyslexie dysorthographie. Oui. Tu nous as dit que tu étais maintenant propriétaire de ton entreprise, que tu as fait des études. Oui. Parle-nous donc de ton parcours scolaire à la suite de ce parcours atypique au primaire et au secondaire. Dyslexie, dysorthographie, ça fait que ça vous amène des gros problèmes. La plupart des gens qui étaient autour de la famille ne comprenaient pas pourquoi j'avais d'aussi grandes difficultés en français. En français, en orthographe, j'étais nul. Je te ramène à ma question principale. Oui, attends, je remonte. Là. OK. Je reviens. Donc, il y avait en France aussi cette incompréhension-là. Ma maman, elle a vraiment travaillé pour trouver le problème. Et là, c'est quoi là? C'est dysorthographie. En réalité, la dyslexie, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, on a trouvé un orthophoniste qui a fait une super job, qui a réussi à travailler les éléments problématiques, MN, BP, tout ça. Pourtant, j'en ai vu des spécialistes, puis à un moment, ça a marché. Donc, à l'époque, il fallait trouver le bon spécialiste qui avait les connaissances, puis qui a pu faire la job. Après ça, dans le parcours scolaire, ce qui a fait un déclencheur en réalité, puis ça, c'est encore maintenant, pourquoi j'ai fait des études, elle a toujours poussé pour que ses enfants fassent des études. Elle pensait qu'on avait un potentiel, qu'on devait en faire. J'ai eu des résultats à l'école le jour où j'ai commencé à travailler. À 18 ans, en France, ma maman m'a dit, ben là, tu as 18 ans, tu peux aller travailler l'été. Puis, j'ai fait des jobs pas obligatoirement très faciles. J'ai fait travailler dans une usine de nettoyage de linge où j'étais à la sortie du tunnel de lavage pendant un été. J'ai fait que tirer des draps, démêler des draps, etc., etc. Ça fait qu'à la fin, quand vous avez votre argent en poche, puis que vous regardez le travail que vous avez fait, je me suis dit, hey, je ne voudrais jamais faire ça toute ma vie. Puis à partir de ce moment-là, mes notes augmentaient. Mes notes augmentaient dans les matières où j'étais capable de les augmenter, puis je me suis mis à travailler beaucoup plus. Ça m'a permis d'avoir mon baccalauréat français, ça veut dire l'équivalent du cégep, avec mention. Parce que personne n'aurait jamais pensé que j'aurais une mention à mon baccalauréat. J'ai presque eu la mention au-dessus de 14, j'ai eu bien, assez bien. J'aurais presque pu avoir bien pour quelques niaiseries, mais j'étais tellement faible en français, en philo, puis en anglais que ça baissait ma moyenne. Après l'université,
Il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, j'ai un baccalauréat, j'ai 3 maîtrises et j'ai un doctorat. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous avez un TDA ou d'autres troubles, vous n'êtes pas capable de faire des études. Maintenant, avec ta dyslexie, dysorthographie, puis tes études supérieures, comment tu faisais pour conjuguer les deux? Le défi, en réalité, dans les problématiques de français, c'est que j'étais capable d'écrire des textes cohérents, donc des textes de qualité, mais que mes textes avaient des fautes de français, des fautes de grammaire, etc. Donc, moi, très rapidement, quand les ordinateurs sont sortis, je me suis tourné vers les ordinateurs. Ça veut dire qu'en 98, j'ai acheté mon premier ordinateur, si je me souviens bien, 96, 98. Puis très rapidement, je me suis mis à un logiciel, par exemple, j'ai testé un logiciel où je parlais, puis ça écrivait à ma place. Donc, tu avais cherché par toi-même le Un logiciel. Tu logiciel. avais compris qu'un outil technologique pourrait te Ouais. faciliter la vie. Donc, j'avais installé Dragon Speaking à l'époque, je l'avais testé, c'était bien, mais c'était pas encore le top. Puis après, j'ai commencé à regarder les correcteurs orthographiques. Aujourd'hui, si on regarde dans mon travail depuis plusieurs années, dès que j'ai un ordinateur, j'installe Antidote. J'utilise beaucoup Antidote tous les jours en réalité. Ça me permet de valider ce que j'ai écrit. Puis il est installé sur tous mes logiciels. Donc oui, il y a des outils. Après, il y a un travail aussi personnel d'essayer de s'améliorer. Vous savez, quand vous avez un TDA plus dysorthographie, vous allez taper vite, vous inversez des lettres. Les sons, un travail personnel aussi au niveau des sons. Je vais vous donner une anecdote. J'ai vécu longtemps au Bas-Saint-Laurent. Okay. Le Bas-Saint-Laurent. Okay. Ça, c'est au Québec. Le problème, c'est que les gens disent Bas-Saint-Laurent. Okay. Et le défi, c'est que moi, je l'entends Bas-Saint-Laurent, pas Bas-Saint-Laurent. Okay. Donc, comment je vais l'écrire? Bas-Saint-Laurent. B-A-S-S-I-N. S-I-N à la place de le bas, B-A-S, espace, Saint, S-A-I-N-T, Laurent. Okay. Donc, ça, c'est un apprentissage. Quand vous le savez que vous avez ces problèmes-là, vous êtes capable après de vous dire, OK, comment ça s'écrit? Puis, dans beaucoup de cas, quand je ne sais pas comment ça s'écrit ou que j'ai un doute, je prends Google, je prends mon correcteur orthographique, je fais des essais. Ah, c'est comme ça que ça s'écrit. Puis quand je trouve, là, à force, ben, je l'apprends, puis je suis capable. Donc, on est capable de s'améliorer dans le temps. C'est pas parfait. Moi, j'engage des gens pour corriger mes textes. J'écris des blogs pour mon entreprise. Donc, je fais corriger mes textes. Autrement, je me relis et je demande à quelqu'un de me relire puis de me montrer où sont mes fautes pour que je les apprenne. Il y a des fautes que je fais encore régulièrement, que j'oublie. Je fais il y a plusieurs éléments, mais les outils, comme Antidote, comme les outils comme Reverso, etc. Tous ces outils-là qui sont disponibles me servent quotidiennement pour ces éléments-là. Donc, c'est un apprentissage au quotidien que tu fais. En étant conscient de ta dyslexie, de dysorthographie, tu fais des apprentissages quotidiens. Tu dois constamment être à l'affût de tes difficultés pour les corriger. Tout à fait. Puis en plus, j'ai le TDAH qui fait que je suis spontané, je suis très rapide. Donc, ça fait que je n'ai pas le choix en réalité de quotidiennement faire attention à ça, puis de faire ça. De toute façon, je suis consultant. Je ne peux pas envoyer un courriel à un client avec des fautes. C'est inconcevable. C'est une question de professionnalisme. Je peux pas, je peux pas mettre un blog en ligne rempli de fautes ou mal écrit ou mal pensé. Donc, si je veux avoir une qualité, je n'ai pas le choix de ou m'entourer de personnes qui peuvent m'aider ou de trouver des outils qui peuvent m'aider, tout simplement. Moi, j'utilise Antidote, il y a d'autres logiciels, mais l'outil technologique est une grande aide. Je vais être franc, c'est très important. J'aurais eu ça quand j'étais jeune, là, j'aurais été bien meilleur. Bon, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui se croient stigmatisés quand ils ont un ordinateur devant eux en classe parce qu'ils ne sont pas pareils comme les autres élèves. S'ils entendent ton message, j'espère qu'ils vont comprendre que l'outil technologique est plus un allié qu'un ennemi, dans le fond. Tout à fait. Et puis, l'avantage d'avoir un TDA, c'est que notre cerveau tourne énormément, qu'on apprend très vite, normalement, qu'on a une capacité à faire les choses plus grandes. Puis ça, c'est une force. Oui, d'ailleurs, dans ton emploi actuellement, là, tu es entrepreneur. Oui.
Moi, ça va de soi qu'un entrepreneur avec un TDAH, ça doit être fréquent. Est-ce que tu en rencontres beaucoup? Des gens qui étaient TDAH, oui, j'en rencontre. J'en ai rencontré plusieurs. Des entrepreneurs, pas tant que ça, mais c'est peut-être juste à cause de mon réseau. Des gens qui ont des TDAH, j'en rencontre régulièrement. Tu sais, Puis moi, je suis très transparent. Une des choses que j'ai toujours faites, c'est être très transparent avec mes employeurs, avec tout le monde. J'ai un TDAH. Je me mets en couple avec quelqu'un, la personne le sait. Je commence une job, la personne le sait. J'ai un client, je vais lui expliquer, moi j'ai un TDAH, ça fait tel avantage, etc. Je suis très transparent. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. J'ai un moment où je travaillais à la Fédération des gestionnaires de Riviera-Simon du Québec comme directeur général, puis j'avais souvent des réunions avec les ministères, avec mon président. Et donc, toute l'équipe, tout mon CA, le président était au courant que j'avais un TDAH puis que j'avais une médication. Pourquoi? Parce qu'il y a un matin où je suis arrivé, puis Michel me dit, me regarde Florent, il dit, t'es sûr que tu as pris ta médication? Ce matin-là, je l'avais oublié. Puis on avait une réunion avec le ministre. Donc, j'ai dit, oh, t'as raison, j'en avais toujours sur moi. J'ai pris ma médication, puis là, tout de suite, ça a amélioré les choses. Donc, j'ai été très transparent, ça aide énormément. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un tabou, donc moi, j'ai pas de problème. C'est une des premières choses que je dis. Regarde, je suis comme ça, puis j'ai ça. J'aimerais savoir si le fait d'avoir un TDAH t'aide à être entrepreneur. Est-ce que le TDAH est compatible avec les qualités d'un entrepreneur? Le TDAH a de gros avantages quand tu es entrepreneur. Un, parce que on a plus d'énergie, on est capable d'aller plus vite, de livrer beaucoup plus que les autres. Donc oui, quand on est entrepreneur, ça a un gros avantage. Si on a une médication puis qu'on le fait de la bonne façon, oui, c'est parce que ça apporte une énergie, ça apporte une capacité qui permet d'aller plus vite, plus loin, d'anticiper plus rapidement les problèmes, d'apprendre plus vite. Donc oui, c'est une très grosse force. Alors, Florent, est-ce que tu as un message d'espoir pour les jeunes qui ont présentement des difficultés ou des troubles d'apprentissage, qui pensent qu'ils ne pourront pas avoir un parcours scolaire normal ou une vie normale à cause de leurs difficultés? Les familles aussi qui sont inquiètes des difficultés de leurs enfants, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ben ça, en réalité, c'est pas votre TDAH, c'est pas vos troubles d'apprentissage, dysorthographie, dyslexie ou autre, qui fait que vous n'avez pas un potentiel. Puis ça, c'est une réalité. Le secret, c'est d'avoir un minimum d'estime de soi et de se donner des chances. Mais on a tous un potentiel, quelles que soient les forces. Que j'ai ça ou que j'en ai pas. On a tous un potentiel. Et puis, le parcours n'est pas important. Vous savez, j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'avais des difficultés à l'école. Pendant longtemps, j'ai eu des difficultés à l'école. À 15 ans, j'avais de la difficulté à lire. Et aujourd'hui, j'ai un doctorat. Donc, j'ai passé par la biologie, je suis passé par l'informatique, je suis passé par différents secteurs pour arriver où je suis aujourd'hui. Alors, comme on dit, c'est pas le parcours qui est important, c'est la destination. Exactement. Ça va vous prendre peut-être un peu plus de temps. Ça va vous prendre peut-être moins de temps que les autres. L'important, c'est d'y aller. Puis, c'est pas un handicap, ça peut être une force. Prenez-le comme une force, vous avez un avantage. Moi, dans les dernières années, mon TDAH m'a servi comme avantage. J'étais plus performant, plus rapide, plus efficace. J'ai fait des études, je travaillais 4 fois moins que les autres parce que j'avais cet avantage-là. Donc, quel que soit le parcours, vous inquiétez pas, vous allez arriver à destination à la fin et vous allez pouvoir faire plein de choses dans la vie intéressantes. C'est pas un handicap. Servez-vous-en comme une force. Soyez transparent. Vous allez voir, la vie est belle et on est capable de faire énormément de choses, même si on a ces éléments-là. C'est pas des freins. Il ne faut pas les voir comme des freins. Il faut vraiment aller plus loin. Puis vous savez, la famille, c'est important aussi. Hein. Les familles, il ne faut pas être inquiètes. Il faut juste soutenir. Merci beaucoup, Florent, pour ta participation au podcast. Merci, Mélanie, de m'avoir choisi. Ça fait plaisir. Ton expérience est très inspirante et j'espère qu'elle atteindra plusieurs jeunes et leurs familles. J'espère que ça pourra vous aider.